Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon pour ces derniers petits réglages techniques. Merci de passer votre fin de matinée du samedi en notre compagnie pour nous poser ensemble une question à la fois vaste et passionnante. Quelle est notre vision du monde de demain? Je vais vous présenter en quelques mots les enjeux de cette discussion et les intervenants qui vont participer à notre panel. Je suis Walter Bouvet et je suis cofondateur du magazine Terra Eco. Alors, crise politique, crise morale, crise financière, crise sociale, crise de foi, crise du genre. La roue de l'histoire semble tourner à l'envers, au moins pour nous occidentaux. Ajoutons à ces crises la crise écologique, celle du climat, de l'épuisement des ressources naturelles, sans doute la plus grave, car elle est invisible, presque silencieuse. C'est une bombe à retardement. Le tableau est sombre. Pourtant, allons-nous baisser les bras? Allons-nous nous laisser aller à cette morosité, plus que morosité ambiante, cette perte de sens, cette inquiétude que l'on sent ronger une partie de la société, au moins française, si ce n'est européenne, et davantage encore? Ou bien au contraire, allons-nous choisir un cap? Allons-nous décider ensemble d'un cap, d'une étoile du berger à laquelle nous accrocher, pour nous et pour nos enfants? Si oui, quel est ce cap? Comment le prendre ensemble? Pour nous donner leur vision de l'avenir et de ce que pourrait être ce cap, nous avons donc ici invité quelques intervenants et puis des étudiants, en l'occurrence 3 étudiantes, venues d'horizons très différents, vous allez le voir, et qui vont nous faire partager leur vision du monde et leurs aspirations. Alors, je vais commencer par les 3 intervenants, puis ensuite on donnera la parole aux étudiantes. Donc, il y a à ma gauche Serge Effez. Vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous travaillez, et vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît. Je vais juste vous demander de couper les portables. Merci d'y penser. Je disais donc, vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous travaillez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans un service dédié à la famille. Pas tout à fait, est-ce que vous pouvez préciser? C'est un très grand service de psychiatrie de l'enfant. Ça marche? Voilà, là ça marche, je pense. C'est un très grand service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et effectivement, je suis responsable des consultations familiales, c'est-à-dire je reçois les enfants et les adolescents dans l'ensemble de leur groupe familial. Alors, vous êtes aussi auteur. Je montre votre dernier ouvrage, Le Nouvel Ordre Sexuel, où vous questionnez le genre dans le passé, dans le présent et puis dans l'avenir, et on en parlera ensemble. À ma droite, Georges Haddad est ici dans sa maison, je pense. Hein. C'est la vôtre. Hein. C'est la nôtre, mais en tout cas, c'est celle où vous travaillez tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, vous y êtes souvent. Peut-être êtes-vous en voyage de temps en temps. Vous êtes directeur de l'enseignement supérieur, précisément à l'UNESCO. Je crois normalien, diplômé en mathématiques. Oui, vous êtes un féru de mathématiques. Je suis professeur de mathématiques. Vous êtes professeur de mathématiques. À la Sorbonne. Voilà, et la Sorbonne que vous avez présidé. Et dont vous êtes encore président honoraire, je crois. Jusqu'à la fin de mes jours. Félicitations. Merci. C'est ça votre vision de l'avenir? Non. Je plaisantais. À votre droite, Jean-Louis Bancel est président du groupe Crédit Coopératif, diplômé d'HEC et de l'ENA. Vous avez eu un parcours, je crois, dans le monde des mutuelles, parcours également dans la fonction publique et notamment en direction de cabinet, je crois. C'était Véronique Neyertz. Secrétaire d'État à la consommation, oui. En quelques mots, qu'est-ce que le groupe Crédit Coopératif? Très brièvement, c'est une banque qui a 120 ans cette année. Félicitations. Voilà, et qui vit son histoire autour d'un thème simple. 120 ans d'histoire avec un S, parce que c'est des histoires des hommes et des femmes qui l'ont construite, qui s'y sont engagés. 120 ans d'innovation. Ce qu'on a comme thématique, c'est la banque utile
à tous ceux qui font bouger leur monde. Et comme je rajoute, si chacun de nous fait bouger son monde, on peut peut-être espérer que ça fera bouger le monde. Voilà. Et donc, nous sommes une maison qui travaille beaucoup sur faire banque ensemble pour un meilleur avenir. Peut-être l'avez-vous vu, on fait quelques spots à la télé ces temps-ci. Donc, nous sommes les banquiers d'une idée. Voilà. Quelque chose me dit qu'on vous interpellera sans faute sur l'avenir de la finance. Je vais vous expliquer, avant de passer la parole aux étudiantes qui nous accompagnent, le mode de fonctionnement de cette rencontre qui se fait en 3 temps. Donc d'abord le temps qui démarre avec les étudiants, je l'ai dit à l'instant. Puis nous aurons, dans le prolongement de cet échange, un dialogue un peu plus restreint ici entre nous et les intervenants. Et enfin, dans un 3e temps, vous aurez la parole et vous pourrez la prendre et interpeller les étudiants, les étudiantes en l'occurrence, et les intervenants. Je ne dis pas intervenante car vous pouvez noter comme moi que le panel est un peu masculin. On vous prie de bien vouloir nous en excuser. Bon, et en même temps, on assume, hein, donc on va essayer de faire avec. Voilà, c'est ainsi. Et puis, vous pourrez évidemment nous interpeller, poser vos questions. Je demande juste, petite règle du jeu entre nous, qui vaut aussi bien pour la salle, ici, pour les intervenants également, que nous soyons brefs, concis, précis dans nos interventions. Nous avons 1h30 à peu près ensemble, un peu moins maintenant. Ce temps est donc compté. Si on veut le partager, il faut ne pas le prendre dans son entièreté pour chaque question. Voilà. Merci à vous. Je vais commencer par donner la parole. Elle est tout à ma gauche là-bas et donc à votre droite. J'espère prononcer votre nom correctement. Viljana Jardova, vous êtes bulgare d'origine, vous avez 23 ans, mais je crois que vous vivez en Grande-Bretagne, à Birmingham, où vous faites des études. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Viljana? Alors, je précise que Viljana comprend le français, mais préfère s'exprimer en anglais. C'est pour ça que nous avons un interprète qui peut se présenter aussi. Bonjour. Bonjour, Nelson Dering, je vais traduire le discours de mademoiselle. Et qui va donc nous donner les propos de Viljana. Allez-y. I'm in my final year at the University of Birmingham studying International Business with Languages. Donc je suis en dernière année de l'Université de Birmingham en économie. La commerce international. Commerce international. Oui, and I'm a big supporter of social innovation, especially in the sector of education and social enterprise as well. Grand supporter de l'innovation sociale. Innovation sociale. L'entrepreneuriat social. Et l'entrepreneuriat social. Yes, and that's what I concentrate in for the future, and that's where my projects would want to be. C'est ce sur quoi je me concentre pour l'avenir et Alors, Viljana, on va revenir à vous. On fait les présentations des 3 étudiantes et puis on revient à vous et ce que vous évoquez sur l'entrepreneuriat social. À votre droite, Viljana, je tente une prononciation. Je ne suis pas formé à votre langue, mais j'essaye. Xiaowen Ma, merci. Vous avez 23 ans, vous êtes chinoise, originaire de Pékin, c'est ça? Vous faites vos études en France? Oui, à Sciences Po Paris. Alors, vous avez devant vous un micro que vous pouvez prendre et appuyer sur le bouton pour prendre le bouton rouge, juste à droite du micro. Bonjour, je m'appelle Salvan. Maintenant, je suis en première année du Master Affaires européennes à Sciences Po Paris. Mais quand j'étais en Chine, j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir avec ma formation. En fait, j'ai travaillé comme bénévole dans la fondation de Croix-Rouge chinoise. Et plus précisément pour aider les enfants ayant des problèmes cardiaques. Donc je m'intéresse plutôt à l'égalité entre les riches et les pauvres, enfin ce genre de problème. Voilà, merci. Très bien, merci. On va revenir vous donner la parole. Et enfin, Manuela Jomkam, vous êtes parisienne, vous avez 25 ans et vous faites vos études à Paris, dont vous allez nous dire quelques mots, pas de Paris mais de vos études, en appuyant sur le bouton. Voilà. Oui. Alors, je suis plus de la banlieue parisienne, de Nanterre plus précisément. Donc, je suis mademoiselle Jomkam Manuela, je viens de l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense.
Et je suis très impliquée dans le monde associatif, notamment à travers l'association Enactus, dont je dirige la branche de l'Université Paris-Ouest. Et donc, voilà, je m'intéresse beaucoup aussi à l'entrepreneuriat social et comment est-ce que ça peut développer le potentiel des jeunes, surtout au sein des universités. Donc, j'étais déjà voilà, dans ce domaine l'année dernière et cette année, je continue. Voilà. Alors, puisque vous avez la parole, en fait, vous pouvez la garder. Quand vous parlez d'entrepreneuriat social, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que ça signifie, qu'est-ce que vous mettez dans cette expression? En fait, l'entrepreneuriat social, c'est, pour parler concret de ce que je fais, c'est de développer des projets à finalité sociale ou environnementale, mais en adoptant une stratégie entrepreneuriale. Donc, c'est-à-dire, un peu, on va rebondir sur ce que le professeur Younous disait ce matin, pour ceux qui ont assisté à la conférence. Professeur Younous, après lequel vous couriez tout à l'heure dans les couloirs. Effectivement, d'où mon retard, désolé. Vous l'avez vu? Oui. Vous lui avez parlé? Non, malheureusement, j'ai fait une petite photo à côté derrière. Très bien. Donc, je faisais une interview. Bon, j'espère que j'aurai le temps plus tard. Du coup, pour revenir un petit peu à notre sujet sur l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant dedans, c'est voilà, c'est que on part de la finalité, on ne part pas du côté vraiment entreprise. C'est on identifie un besoin dans une population donnée et on essaye de le résoudre, mais en adoptant la stratégie entrepreneuriale. Ça veut dire qu'on ne va pas partir du fait qu'on va donner juste pour un temps, mais on va chercher un système qui va faire en sorte que la population donnée va à la fin de notre action devenir totalement autonome. Donc on va créer soit un business ou alors ou ça peut déboucher sur une entreprise sociale. Hein. Mais après, est-ce que vous avez un exemple d'entreprise sociale comme vous la décrivez à nous donner? Alors moi personnellement non, mais je sais que parce que Enactus c'est une association internationale et donc il y a des étudiants aux États-Unis qui ont développé par exemple un système d'entreprise coopérative qui permettait d'aider des prisonniers. Par exemple, donc des prisonniers, ils étaient, d'anciens détenus, ils étaient embauchés dans l'entreprise. L'entreprise, le concept c'était de recycler les matelas. Les matelas, par exemple, d'hôpitaux, de maisons, ils les prenaient, ils les recyclaient, ils revendaient. Et le fruit de ces bénéfices servait justement à leurs revenus. Donc, du coup, ils avaient à la fois des revenus, mais à la fois, ils étaient réinsérés socialement, parce que c'est une population qui a du mal à se réinsérer. Et on sait que un prisonnier, quand il vient demander travail, il y a beaucoup de suspicions. Et donc, du coup, ça leur redonnait de la confiance en eux. Ça ils rentraient dans la société et du coup, ils redevenaient beaucoup plus autonomes. Et à la fin, ils avaient des formations qui leur permettaient de reprendre la société. Donc, c'est pas une société, c'est plutôt une coopérative. Et là, ils ont monté le projet qui marche assez bien et ils essayent de l'implanter dans d'autres États. Et qui rendait donc par là même un service environnemental. Un service environnemental. Donc, il y a une finalité à la fois sociale parce que ça réinsère ces personnes-là et à la fois environnementale parce que ça recycle des matelas qui allaient de toute façon être brûlés à une déchetterie. D'accord. Alors on va écouter à côté de vous Xiaowen Ma. Je crois que vous avez dit que vous aviez donné du temps, travaillé en bénévolat pour la Croix-Rouge, mais il y a un sujet qui vous intéresse aussi, je crois, qui vous préoccupe en Chine, c'est la pollution. Oui, la pollution aussi. Oui, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce sujet? En fait, vous savez sans doute que ces derniers jours à Pékin, le niveau de la pollution atmosphérique atteint vraiment un niveau record. Et donc, je crois que maintenant, c'est le temps pour chacun de nous d'agir individuellement parce qu'il faut que les gens soient plus sensibilisés, soient plus mobilisés. Et l'une des questions que l'on vous posait, c'était est-ce que justement vous avez une vision des choses où c'est plutôt l'État, les structures étatiques qui sont puissantes en Chine qui vont faire changer les choses sur ce front, ou est-ce que c'est l'individu? Et vous dites c'est l'individu. Pourquoi? Oui, je crois que l'État a un rôle à jouer, mais surtout individuellement, parce que quand j'étais en Chine, je travaillais dans une association aussi comme bénévole pour protéger l'environnement, et on a fait des choses toutes simples. Par exemple, on a organisé une série de débats
ayant pour thème la protection environnementale et auquel ont participé les étudiants d'une dizaine d'universités à Pékin. Et on est allé dans des parcs, dans des campus, avec nos pancartes, avec nos slogans. On a raconté aux autres ce que nous avons fait pour protéger l'environnement. Et parfois, il y a des passants qui sont venus pour nous demander « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas ?» Et on a dit « On veut protéger l'environnement. » Et ces gens-là, finalement, ils ont décidé de nous joindre. Et je crois que là, ce que nous avons fait a vraiment une influence sur les autres. Mais est-ce que vous pensez que c'est efficace au final et que c'est suffisant? C'est peut-être pas suffisant, mais c'est nécessaire quand même. Donc il faut que l'État joue le rôle, mais il faut que chacun d'entre nous a aussi une responsabilité là-dedans. Alors, votre point de vue est intéressant parce que vous avez une double culture chinoise, asiatique et puis, j'imagine, un peu européenne maintenant. Ici, on se pose plein de questions sur notre avenir. L'enjeu de la discussion, c'est la vision du monde de demain. Avec ce regard, cette double culture, et puis votre jeune âge aussi, vous avez 23 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'est votre vision du monde de demain? Comment vous le voyez, ce monde? Tout d'abord, je crois que, puisque moi je parlais de l'égalité entre les riches et les pauvres, donc pour moi le monde de demain sera d'abord un monde plus juste, plus équitable, à la fois entre les hommes et les femmes et les riches et les pauvres. Et après, ce sera un monde plus propre, plus environnemental. Plus respectueux de l'environnement, oui. Ouais. Et vous pensez qu'on est bien engagé pour ça? Je crois que l'Europe, puisque je fais le master. Il n'y a aucune malice dans ma question. Donc je suis censée défendre un peu la vision des Européens. Donc je crois que les Européens ils sont vraiment un peu le leader. Et nous, on a encore des tâches à faire. Mais les choses sont en train de changer vers le mieux. Et avec votre regard de jeune chinoise, comment est-ce que vous considérez justement l'Europe? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Vous avez le droit de tout dire, hein. Il n'y a pas de tabou. Ok. D'abord, l'Europe, c'est plus équitable entre les hommes et les femmes. Et l'inégalité entre les riches et les pauvres, c'est pas aussi évident que chez nous. Et l'Union européenne, c'est toujours l'Union européenne qui défend un peu la protection de l'environnement. Et nous, et aussi les États-Unis et l'Inde, on est un peu en retard sur ce plan. D'accord. C'est, je pense, précieux et utile de vous entendre. On va passer la parole à Viliana Jardova pour compléter ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les entrepreneurs sociaux. Donc vous, ça c'est votre truc, c'est là-dedans que vous voulez faire votre vie professionnelle. Yes, last summer I worked with Professor Mohamed Yunus in Bangladesh. L'été dernier, j'ai travaillé avec le professeur Yunus au Bangladesh. Ah bah vous pourrez passer son contact à Manuela, vous pourrez échanger vos photos, vos contacts. I have lots of photos with him. And I also have 4 years of experience in the field of social entrepreneurship. J'ai aussi 4 ans d'expérience en entrepreneuriat social. And I'm here because of what I studied, and I believe that education is the key of today and tomorrow. Je suis là parce que je crois que l'éducation est la clé du succès pour aujourd'hui et pour demain. So I see the world of tomorrow as a combination between the two, education and business, social business. Je vois le monde de demain comme une combinaison des deux, éducation et entrepreneuriat social. So that's why I envision more educational institutions cooperating together with social innovation projects. Donc c'est pour ça que je vois une coopération entre les systèmes éducatifs et les projets d'innovation sociale. Yes, so I've participated in many projects like that, such as in Bangladesh, for example. J'ai participé à beaucoup de projets comme ceci, comme au Bangladesh. They build schools in the middle of the slums. Ils construisaient des écoles au milieu des bidonvilles. And they bring teachers, first-class teachers educated in America or Europe. Et ils faisaient venir des professeurs et des enseignants de première qualité d'Europe ou des États-Unis. However, the only way to bring the children to the school is to bring the parents as well.
Et le seul moyen de faire venir les enfants à l'école était de faire venir les parents également. Because if children are, they should work, they should make money for the parents, because that's how families sustain in Bangladesh. Car dans l'esprit des parents, il faut que les enfants travaillent et rapportent de l'argent à la maison. C'est le système familial qui est construit comme cela. So the only way the students came to school is that the school also provided job for the parents. Donc pour que les enfants viennent à l'école, l'école fournissait un emploi aux parents. And the jobs for the parents were based on the social entrepreneurship values, for example. Donc le travail offert aux parents était basé sur des valeurs d'entrepreneuriat social. So the parents would produce the uniforms for the school. They would produce the little products that they would sell in the slums. Donc les parents façonnaient les uniformes pour l'école, par exemple, ou des petits produits qu'ils pouvaient commercialiser dans leur bidonville. So the parents get a salary, the students get education, and the slum is getting better. Donc les enfants recevaient une éducation, les parents recevaient un emploi, et les bidonvilles voyaient leur situation générale s'améliorer. So social innovation and education, it brings the whole way of living, standard of life much higher. Donc l'entrepreneuriat social et l'innovation amélioraient la qualité de vie des habitants du bidonville. So I see the future as more cooperative projects like that. Donc je vois que de tels projets peuvent être positifs dans le futur. Voilà, avec une dimension coopérative que vous soulignez. En fait, je pense que le plus simple pour la discussion, c'est que vous rebondissiez, messieurs, sur ce qu'il vient d'être dit, sur ce que ça vous inspire. Exercice pas facile du point de vue de la discipline que vous exercez. Serge Effez, est-ce que vous voulez commencer de ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous retenez et comment on va un cran plus loin? J'ai entendu plusieurs choses importantes qui engagent aussi ma vision de demain. Une qui pour moi est fondamentale, c'est celle de l'égalité des sexes. Et lorsque vous parlez d'éducation, c'est-à-dire d'un accès égal aux filles et aux garçons, aux futurs hommes et aux futures femmes, à cette éducation, et on sait bien qu'on en est très loin dans le monde. Je crois qu'on ne mesure pas ici assez l'impact du changement qui a pu être le fait que depuis seulement 2 générations, les filles ne sont pas élevées pour devenir des épouses et des mères, mais elles sont élevées pour être autonomes et pour pouvoir accéder à une vie indépendante. Ce qui pour moi engage le monde de demain, c'est la fin d'une certaine forme de domination masculine, c'est-à-dire la fin d'une certaine forme de patriarcat. C'est à ce prix-là que je me figure une société plus juste, plus égalitaire, plus épanouie aussi, et peut-être plus en paix. Non seulement entre les hommes et les femmes, si cette domination disparaît, mais aussi peut-être dans l'ensemble des liens qui nous unissent sur cette planète. Le deuxième point, bien évidemment, quand on parle d'éducation, de ma place à moi, encore une fois, qui n'est pas forcément une vision trop macroscopique des choses, mais peut-être un peu plus microscopique, c'est quels sont les vecteurs de cette éducation. Les vecteurs de cette éducation, c'est bien évidemment l'école et bien évidemment la famille. Je m'intéresse et je suis de près ces transformations de la famille. Eh bien, ces transformations de la famille, elles sont liées à deux mouvements concomitants qui soulèvent et qui bouleversent les sociétés démocratiques, principalement les sociétés occidentales. C'est d'une part justement cette lente égalité progressive, et encore on est loin du compte, entre les hommes et les femmes, mais qui tout de même, dans l'architecture même de la famille, a une place extrêmement forte, puisque nous sommes passés dans la famille de la puissance paternelle dans le Code Napoléon de 1804 à l'autorité parentale conjointe en 1970. 1970, c'est quand même assez récent hein, quand on y pense, mais ça veut dire une chose fondamentale, que les hommes et les femmes, les pères et les mères sont à la même place par rapport à ce qu'ils vont transmettre en termes d'éducation et par rapport à la responsabilité de cette éducation. Ce qui veut dire que toute la question de la transmission et de la transmission liée aux hommes et liée aux pères dans nos sociétés est évidemment profondément remise en question par cela.
La deuxième élément qui soulève et qui bouleverse la famille, et donc ce qui est transmis à nos enfants en termes d'éducation, c'est le fait que nous sommes de plus en plus une société d'individus et de moins en moins une société d'institutions. Ce qui ne veut pas dire que nous ne créons pas des institutions et que nous ne dépendons pas de liens institués, ce qui veut dire simplement qu'il y a comme un changement de subordination, c'est-à-dire les individus libres et égaux que nous sommes se veulent davantage être les créateurs des institutions et des liens. Autrement dit, nous ne nous définissons moins par des règles et des institutions qui nous sont données et qui représentent un certain niveau de contrainte, mais plus comme des individus libres qui bouleversons ces institutions. On voit bien comment, dans le champ de la famille, cette question est fondamentale. Comment, dans le champ de la famille, ça n'est plus le mariage indéfectible qui est le pivot, le fondateur de la famille, mais des individus libres et égaux qui se rencontrent, qui se séparent, qui ont recours à tout un tas d'autres cheminements pour créer cette famille et pour être responsable vis-à-vis des enfants. Un des exemples, évidemment, que vous avez tous en tête, puisqu'il est récent, c'est le changement du mariage autour du mariage pour tous. On voit bien comment cet élément-là traduit à lui seul un changement fondamental et dans ce qu'est le couple, et dans ce qu'est la famille, et dans ce que sont les processus de filiation et de transmission. Ça veut dire que la façon dont nous avons, comme adultes, à nous responsabiliser vis-à-vis de ce que nous transmettons aux enfants n'est plus autant liée à une architecture immuable qui est un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins, pour adopter cette responsabilité. On voit qu'il y a davantage de réseaux parentaux, de réseaux d'adultes qui vont être responsabilisés par rapport à ces processus de transmission. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, dans des relations, je dirais presque les relations démocratiques qui les unissent, vont avoir à assurer la responsabilité de cette éducation et de cette transmission vis-à-vis des enfants. Et il ne s'agit pas, à mon sens, de laisser, dans une vision un petit peu libertaire, les choses s'organiser d'elles-mêmes. Je pense qu'il s'agit au contraire, et en ce sens, la loi sur le mariage pour tous est un de ces éléments, mais c'est loin d'être le seul. Il s'agit de pouvoir réguler, légiférer, organiser cette énorme transformation que la famille rencontre aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Georges Haddad, vous, dont le domaine est l'enseignement supérieur, quel regard complémentaire, j'imagine, vous pouvez apporter à celui qu'on vient d'entendre et en écho au témoignage des étudiantes? Voilà, alors, très brièvement, moi je voudrais dire que... Il faudrait couper. Voilà, c'est bon. Alors, très brièvement, quand on parle de l'avenir, il y a trois approches temporelles qui me paraissent importantes, le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors, je reprends un peu ce que Fernand Braudel avait défini à son époque. Le court terme, c'est le politique. C'est l'instant, c'est le politique. Sur ce point, je suis très pessimiste, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une faillite de la pensée politique au niveau de la capacité à innover et à imaginer le monde futur et à créer plus de solidarité, d'équité, de justice sociale, etc. Et le politique aujourd'hui est pris par ce court terme qui, quelque part, l'étreint et l'empêche d'être visionnaire. Alors le moyen terme, c'est le temps des structures organisationnelles, les institutions dont Serge Effez a parlé. Là, je pense que nous avons les moyens d'agir sur ces institutions, de les repenser, de les reconstruire, de les déconstruire pour les reconstruire, afin qu'elles répondent aux enjeux de la modernité et aux enjeux de la solidarité, de l'équité, de la coopération internationale. Et par rapport à ce qu'a dit Serge Effez, moi j'essaye de prendre aussi une vision unesquienne du monde, qui n'est pas simplement une vision française, européenne ou celle du Nord, c'est aussi celle du Sud. Et lorsqu'on parle de la famille, je l'en ai parlé tout à l'heure, il faut savoir aujourd'hui que des millions d'enfants dans le monde n'ont pas de famille et n'ont pas d'environnement familial. Là aussi, il va falloir repenser l'éducation dans des contextes où la famille n'existe pas, malheureusement. Les enfants soldats sont les exemples les plus dramatiques, et j'en ai rencontré des milliers en Somalie et ailleurs, dans ma mission à l'UNESCO. Et là aussi, la notion de famille est une virtualité totale aujourd'hui. Et donc, comment accompagner ces enfants pour qu'ils deviennent des citoyens responsables, engagés dans le monde?
Et puis, il y a le long terme, je vais très brièvement là-dessus, c'est le temps des structures mentales. Et c'est là que je suis plus optimiste. Je pense que l'avenir nous impose de repenser au niveau des structures mentales, des mentalités. Et là, il va falloir aborder la question de manière collective, dans une approche mondialisée de la coopération et de l'action, et faire en sorte que notre éducation, l'éducation au niveau mondial, au niveau unesquien, si je puis m'exprimer ainsi, aborde cette question et ce défi de changer les mentalités pour que les mentalités s'inscrivent dans cette citoyenneté globale, engagée, solidaire, coopérative, à tous les niveaux, pour qu'il y ait de l'équité, qu'il y ait du partage, pour qu'il y ait cette capacité à savoir et agir ensemble. On a parlé de l'individualisation aujourd'hui de l'éducation, c'est vrai, c'est la course au diplôme, c'est le stress des familles, c'est la volonté d'avoir un diplôme à tout prix et surtout le plus vite possible pour se débarrasser très rapidement de l'école. Que signifie aujourd'hui un baccalauréat à 16 ans, une licence à 20 ans, un PhD ou un doctorat ou un master à 22, 23 ans? Pourquoi faire? On vit de plus en plus longtemps. Il va falloir repenser les rythmes éducatifs, il va falloir repenser les systèmes éducatifs pour laisser aux jeunes et aux moins jeunes tout au long de la vie la capacité de vivre l'éducation comme un cheminement tout au long de la vie, comme on l'a dit dans les nombreux rapports sur l'éducation, en particulier le rapport Edgar Faure de 72, Apprendre à être, et le rapport Jacques Delors de 96, l'éducation, un trésor est caché dedans. Et pour terminer, moi je voudrais dire, et je reviendrai là-dessus, il y a une phrase qui définit un peu tout ce que j'essaye de dire et que j'ai emprunté au Talmud, qui dit la chose suivante. L'avenir du monde repose sur le souffle des enfants qui étudient. Je crois que c'est ça la vérité. On a parlé de l'éducation, et c'est vrai, l'avenir du monde repose sur le souffle des enfants qui étudient, ce souffle qui nous porte tous, qui nous porte vers l'avenir, et qui va nous permettre peut-être, je l'espère, de construire une citoyenneté un peu plus équitable, un peu plus solidaire, un peu plus active, un peu plus créative. C'est un vaste programme. Je suis très pessimiste, je le répète, sur le court terme. Faillite du politique et faillite de l'économique. Là aussi, il faudrait que les économistes fassent leur mea culpa et retournent à leurs études pour ne pas commenter le monde d'hier et avoir une capacité à imaginer le monde de demain, ce qu'ils ne savent pas faire. Et ils se trompent avec beaucoup de vergogne et beaucoup de culot. Quant aux politiques, force est de constater qu'on est très loin d'être optimiste. Alors, on a parlé de crise. Je terminerai en citant les idéogrammes chinois pour le mot crise. Je parle sous le contrôle de la jeune fille. En chinois, la crise, ça veut dire deux choses. Il y a deux idéogrammes, danger et opportunité. Donc voilà. C'est très clair, merci. Alors vous nous tendez une perche en abordant la question des économistes. On a également parlé de l'entrepreneuriat social. Je pense que ce sont deux thèmes, vision peut-être plus macro et plus micro, Monsieur Bancel, qui font forcément écho à ce que vous faites et aux activités que vous conduisez au quotidien. Voilà, quelle est votre réaction par rapport à ce qu'ont dit les jeunes filles et puis également à ce qui vient d'être dit sur les économistes? Ça m'intéresse. Oui, alors je fais le banquet de service là. Voilà. Donc, je me alors prépare. vous n'avez pas bonne presse en ce moment. Enfin, oui, je dis, mais vous, les banquiers. À juste titre. Parce que ce qui m'a fait plaisir en entendant donc, nos étudiantes intervenir, c'est aucune d'entre elles n'a vraiment parlé de l'argent. Et c'est une bonne manière de mettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire comme un outil. Et ce qui est important dans ce qui a été dit, mais aussi par mes collègues juste avant, c'est que l'argent n'est qu'un outil, un instrument, et ce qui nous importe, c'est ce qu'on construit. Et donc moi, je retiens de ce qui a été dit deux mots importants, bien sûr, ça a été souvent cité, la coopération, je vais y revenir, et puis bien sûr, c'est le mot implicitement de l'action. Parce que je pense que, alors bien sûr, ça va aussi renvoyer à la réflexion, parce que peut-on qu'agir sans comprendre, sans conscience de ce qu'on fait, ça c'est une question de fond. Mais moi, je rajouterais sur tout à l'heure un point qui, pour moi, est point important sur tout le débat d'aujourd'hui, qui est un mot-clé pour nous au Crédit Coopératif, c'est le mot utopie. Alors, sur ce premier temps de réaction, oui, c'est patent, c'est évident, la faillite d'une certaine pensée économique, enfin, surtout d'un certain comportement financier. Et néanmoins, il faut savoir qu'il y a des gens
qui essaie de faire émerger une réflexion, une pensée économique différente. Alors ici en France, on commence timidement à les entendre. Un certain nombre d'entre eux sont ici, là, dans les salles à côté. Je vois, il y a un ami que j'aime bien, c'est Patrick Vivray, qui est quelqu'un qui apporte beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer qu'il y a des gens qui commencent à protester d'une certaine façon. Et donc, je voudrais vous citer, par exemple, un livre qui vient d'être publié par un grand économiste américain qui s'appelle Michael Sandel et qui a écrit un bouquin, c'est What Market Can't Buy. Tout ce que les marchés ne peuvent pas acheter. Je pense qu'il faut se méfier tout de même, et c'est pour aussi un peu titiller mon voisin, il faut se méfier des dangers de la quantification de tout. Moi, j'ai participé à un débat l'année dernière où j'étais avec une dame du Niger, une Nigérienne, et qui expliquait qui était une femme de lettres, hein, et qui expliquait qu'il y a des choses, elles ne peuvent pas se quantifier. Elle donnait cet exemple, c'est l'amour. Est-ce que quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites « je t'aime » Alors elle prenait cette phrase magnifique. Est-ce qu'on lui dit « je t'aime » de 1000 Cupidons ou de 10 000 Cupidons? Non. Ça veut dire que c'est un point très important. Le matin au petit déjeuner, c'est pas mal. Non, mais c'était très beau, c'était très poétique. Mais c'est un point très important. Il faut que dans la vie des hommes, il y ait des endroits, des choses que l'on compte, bien sûr, parce que ce que l'on ne dénombre pas ne compte pas. Mais il faut aussi concevoir qu'il y a des choses, il faut les faire parce qu'il faut les faire. Alors après, il y a un débat, est-ce que c'est la loi naturelle, est-ce que c'est la générosité, je ne sais quoi. Et donc on voit émerger des pensées autour de biens communs. Aux États-Unis, on commence à voir pas mal, et nous, on est en train d'essayer de développer, avec l'université française, ce travail sur ce qu'on appelle les économistes, les commons, le bien commun. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui, tout à fait. C'est par exemple l'effet réseau. Hein, l'effet réseau, alors l'exemple typique, c'est les biens communs intellectuels. Ici à l'UNESCO, on y est certainement très sensible. L'exemple qu'on a tous sous les yeux, c'est Wikipédia. Tous ceux qui font Wikipédia, avec tous les débats qui y autour, mais on a bien créé une richesse commune, et pourtant personne n'y a mis 1 euro ou un je sais pas quoi d'argent, et pourtant on a créé une richesse pour tous. Hein. Donc il y a ce point-là. Il y a bien sûr tout ce qui a été écrit par Mauss, qui est ce grand sociologue français, sur le don. Et moi, je suis un banquier qui défend la place du don. Si nous sommes dans une société où tout se monétise, mon Dieu, où va-t-on aller? Et donc, par rapport à la thématique de l'action, c'est un point important. On a ce temps de l'indignation, et je me trimballe pour tous nos jeunes, puisqu'il vient de décéder, avec le tome 2, enfin entre guillemets la suite, c'est engagez-vous, c'est le temps de l'action. Nous avons, et je rejoins ce qui a été dit par notre étudiante chinoise, il est important que chacun s'engage, mais il faut s'engager avec d'autres, d'où le thème coopération, hein, bien entendu, dans la démarche coopérative. Le statut juridique, etc., ce n'est pas le sujet majeur. Et voilà, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, si chacun d'entre nous fait bouger son monde, peut-être arriverons-nous à faire bouger le monde. Dernier volet que j'évoquerai, qui est pour moi crucial, parce que dans ma démarche coopérative, moi je ne suis pas propriétaire de ma banque. Moi je ne suis qu'un transmetteur transgénérationnel. Et c'est ça qui est aussi un point important. Alors je ne sais pas si les organisateurs de la table ronde l'avaient bien organisé comme ça. Il y avait donc trois hommes d'un certain âge, on va se mettre comme ça, voilà, et puis 3 jeunes femmes. Bon, et on a aussi avec vous à faire moi je suis transgenre, hein, je non vous mais préviens. Vous êtes au milieu, vous êtes au milieu. Et je n'ai pas d'âge. Et donc je crois beaucoup aussi qu'on a des devoirs. C'est un mot qui revient souvent dans ma bouche pour mes collaborateurs, tous les gens avec qui je travaille. Plus on est haut dans la société, plus on a des devoirs. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être là, dans cette position du devoir, parce que je dois rendre merci à tous ceux qui m'ont éduqué, formé, etc. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que, mademoiselle, vous avez éventuellement, je peux prendre une question si vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit par messieurs, et puis on va aussi ouvrir le débat à la salle. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Qui veut y aller? Allez-y, prenez le micro, Manuela. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc je voulais rebondir en fait
par rapport à ce que M. Haddad et M. Bancel ont dit, on va faire un petit medley, à la fois repenser l'éducation, aussi l'engagement. Parce que, bon, je vais prendre un petit peu mon exemple personnel, je viens du Cameroun, où concrètement, l'éducation, on va dire, elle est payante, donc on va dire c'est à charge des parents. Et donc, du coup, ben, pour avoir accès à une très bonne éducation, il faut que les parents soient assez aisés. Et ben, ceux qui n'ont pas de famille ou, comme je disais, les enfants de la rue, il y a vraiment rien pour eux parce que l'État ne s'en préoccupe pas. Alors, je rentre dans un système d'éducation français, parce qu'après, je suis arrivée en France, où l'État fait, enfin, à mon avis, après, au sens français, je ne sais pas, mais où l'État fait quand même beaucoup pour les jeunes au niveau de l'éducation. Par exemple, moi, j'étais assez jolie parce que je suis arrivée, l'éducation, j'étais au lycée, c'était gratuit quand même. Et à l'université, j'ai bénéficié quand même de tarifs intéressants pour étudier. Et je trouvais que là-bas, l'État ne se préoccupe pas du tout des jeunes. Et ici, l'État s'en préoccupe, mais les jeunes ne semblent pas se rendre compte un petit peu de la chance qu'ils avaient. Donc, du coup, je me dis, ben, il y a un petit peu un problème de toute façon au niveau des jeunes dans tous les pays. Donc, ça veut dire qu'il faut un petit peu repenser tout, voilà, cette éducation-là, d'où la partie engagement, parce que je pense que c'est quand même assez important de se situer là-bas, parce que ça apporte une valeur ajoutée quand même aux jeunes pour se sentir mieux intégrés dans la société. Parce que ça ne sert à rien, même s'il y a un système et tout qui lui permet d'avoir tout le confort matériel nécessaire, ça ne servira à rien, en gros, s'il ne se sent pas intégré dans la société et impliqué et dans un système où on l'écoute et on prend en compte ce qu'il en vit pour que lui-même soit acteur de son propre avenir. Donc, c'est surtout sur cette réaction, enfin, ma réaction par rapport à ça. Et peut-être aussi interpeller M. Haddad une question par rapport à en quoi, en fait, l'enseignement peut conditionner le monde futur. Parce que c'est vrai qu'ici, moi, je suis dans un système universitaire où, ben, en gros, on ne considère pas trop, à part peut-être les grandes écoles ou les grandes universités, comme la Sorbonne notamment. Et donc, du coup, je me dis, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'on intègre tous ces étudiants-là, à la fois ceux qui font des formations d'excellence et aussi ceux qui viennent quand même d'universités comme moi, qui ne sont pas forcément les super grandes universités reconnues, mais qui délivrent quand même un enseignement qui est assez intéressant, de qualité, parce qu'on a quand même des professeurs de qualité qui travaillent. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Très bien. On a noté votre question, Manuela. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions, Gawen? Oui, en fait, j'avoue tout d'abord que le nom français, c'est vraiment difficile à prononcer. Donc... Ah oui, pardon. Approchez-vous un peu du micro, Okay. s'il vous plaît. Donc j'ai une question à Monsieur FS. Corrigez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Oui, vous avez parlé de la loi sur le mariage pour tous. Et donc, moi, justement, j'étais à la manifestation pour le mariage pour tous. Et j'étais tellement contente de voir toutes ces personnes qui se sont mobilisées parce que l'homosexualité chez nous, c'est un sujet tellement tabou. Mais après, j'ai été aussi choquée par les homophobes en France, par les manifestations pour tous. Et donc, j'aimerais bien savoir comment pensez-vous de tous ces bouleversements qu'a traversé la France pour adopter finalement la loi sur le mariage pour tous. Parce que quand on pensait à la France, on pensait tout de suite à l'égalité, à la fraternité. Donc, est-ce que vous pensez que l'égalité entre les hétérosexuels et les homosexuels, ça va être un courant mondial? Merci. Merci pour votre question. Et enfin, Viliana Jardova, réaction, question? I have a question. On vous écoute. As Mr. Haddad said, the short term. J'ai une question pour Monsieur Haddad. As you said, the short term is a little bit pessimistic. Donc, on peut dire que vous avez dit que on a une vision pessimiste à court terme. What does UNESCO do right now? Que fait l'UNESCO aujourd'hui? To change that and to prove that education should be a priority and reform should be a priority. Pour changer ça et montrer que l'éducation est une priorité. Alors,
Ben voilà, hein, que fait la police? Non, je plaisante. Je vous propose qu'on écoute Monsieur Efes sur la question de l'hétérosexualité et l'homosexualité. Et puis ensuite, on vient vers vous deux sur les... Alors, bon, je ne voudrais pas monopoliser tout le débat autour de cette question du mariage pour tous, hein, qui est une question extrêmement sensible, épineuse à l'heure actuelle, mais peut-être dire ce qu'elle révèle. C'est-à-dire, je crois que ce qui se joue derrière ce débat-là est toute la question de la naturalité du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire la question d'un ordre naturel des choses. Jusqu'à quel point cet ordre naturel des choses, qui fait que, on pourrait dire le monde, tout le monde est organisé entre une double polarité entre le mâle et la femelle, sur le plan biologique, sur le plan de la reproduction, c'est aussi vrai pour des plantes que pour des êtres humains, jusqu'à quel point cet ordre naturel des choses, qui est encore une fois un ordre de la nature, doit-il devenir un ordre symbolique qui conditionne nos façons de penser, qui conditionne nos institutions. Il me semble que beaucoup de débats sont traversés par ce questionnement-là, et que le questionnement sur cette naturalité, il renvoie beaucoup à un questionnement, je dirais, d'ordre divin, c'est-à-dire à un questionnement sur une transcendance naturelle ou une transcendance divine qui conditionnerait notre destin d'être humain. Il me semble que, avec l'éducation, de plus en plus, avec l'avènement de la démocratie, eh bien, la première chose qui a été remise en question, c'est cette transcendance. Vous savez, quand on a coupé la tête au roi en 1789 ou un petit peu après, Balzac a dit quelques années après, quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. Et d'une certaine façon, il avait raison. C'est-à-dire que ce à quoi on a coupé la tête, c'est une transcendance externe qui confère au patriarcat, au père, au roi, à Dieu, une puissance naturelle dans nos sociétés, et que la société est devenue plus immanente, c'est-à-dire plus effectivement en création de sa transcendance. En disant ça, je ne m'éloigne pas de cette question du mariage pour tous. Je crois qu'elle pose très fondamentalement cette question-là, c'est-à-dire comment, comme individus créateurs de notre société, nous avons à prendre en charge les institutions et à les forger selon une représentation que nous avons de l'égalité et de la liberté. Si je suis comme vous très favorable à ces changements législatifs autour de l'homoparentalité, c'est parce que cette égalité des sexualités est pour moi dans un même mouvement que celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Autrement dit, tout ce qui opprime les homosexuels depuis toujours est pour moi du même ordre de tout ce qui opprime les femmes dans les sociétés depuis toujours, c'est-à-dire, encore une fois, une naturalisation de la domination masculine dans nos sociétés. Messieurs Haddad et Bancel, vous avez été interpellés vous aussi. Allez-y. Ah bon, allez-y. Ok, donc non, je voudrais juste en réaction à ce qui a été évoqué sur cette dimension de, comment traduire en acte ce que les jeunes générations peuvent nous apporter. Je pense que ce qui a été développé par les unes et les autres sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une certaine façon contemporaine de revivifier les vieilles démarches associationnistes, coopératives, mutualistes. C'est surtout la volonté ou la traduction d'une ouverture, d'une sortir de soi-même, d'une ouverture aux autres. C'est-à-dire ça rejette tout de même l'idée véhiculée par une sous-science économique, à mon avis, de l'homo economicus comme vécu comme un individu qui agit tout seul dans son seul intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, on a immensément, parce qu'on a voulu trop faire croire que l'économie était une science
une science dure, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une science rigoureuse. On a mis des mathématiques partout en faisant croire que c'était vrai, c'était sérieux, etc. On a sorti du champ de l'enseignement de l'économie, l'histoire, la géographie, les sciences politiques, l'histoire des idées politiques, enfin bon, etc. C'est une science humaine et il faut beaucoup se battre, mais c'est pour faire la transition, pour que les sciences humaines aient toute leur place. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais cette remarque à notre jeune étudiante là, qui développait ses expériences au Bangladesh sur entrepreneuriat social et éducation. C'est important. En même temps, c'est très lié à un contexte donné. C'est évident que ce n'est pas la même chose dans un pays où l'école est au moins primaire est libre, obligatoire, enfin, etc., jusqu'à un certain âge, et dans des pays où il n'y a pas. Donc il ne faut pas rejeter pour autant les démarches d'entrepreneuriat social. Pour autant, je dis attention, attention, quand je regarde bien globalement sur tous ces mouvements, le domaine de l'éducation est plutôt négligé. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure quand on préparait la conférence, je me méfie de ces démarches où on essaye toujours de quantifier des résultats. Et j'ai dire pour moi l'exemple le pire de la démarche de ce qu'on appelle, je suis très critique, des randomistas, hein, donc de ces gens qui essayent de dire on fait comme dans la médecine, entre guillemets, des expériences en double aveugle. Et c'est à peu près comme si au XIXe siècle, au moment où on s'est battu pour que l'éducation soit libre, accessible, etc., on avait pris la moitié d'une population, des enfants, en disant toi tu vas à l'école, toi tu vas pas à l'école. Et au hasard, on verra bien si ça a une différence 20 ans plus tard entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc, il faut être vigilant à permettre, par l'engagement des uns et des autres, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, les choses bougent. En même temps, il faut qu'on garde une dimension de générosité, de bienveillance. Voilà, si on ne construit pas le monde avec ces moteurs-là, si on croit que c'est uniquement la science des chiffres, et on peut dire des tas de choses hein, sur cette fausse science des chiffres, des corrélations mal comprises ou mal interprétées, je pense que nous irions dans un mur. Donc je pense que c'était important que ce soit moi qui le dise, parce qu'aujourd'hui on est trop dans des logiques faussement rationnelles. Faussement rationnelles. Monsieur Haddad, oui, alors, vous avez été interpellé assez directement. Oui, plusieurs fois. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Vous êtes souvent ici, mais quand vous n'y êtes pas, que faites-vous? Que fait l'UNESCO, pardon? Alors, l'UNESCO, tout ça, je vais revenir là-dessus. La Sorbonne, on m'a attaqué sur tout ce qui concerne un peu mon engagement. Alors, tout d'abord, les mathématiques. Donc, il y a malheureusement une vision très réductrice des mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas le calcul, ce n'est pas l'économie mathématique. Et je fais partie des mathématiciens qui ont combattu et qui combattent contre l'hégémonie des mathématiques dans le domaine de l'économie, de la finance, etc. C'est un désastre. C'est un désastre. Ces mathématiciens qui, sentant qu'ils n'ont plus d'avenir en mathématiques, parce que les mathématiques sont très exigeantes, et c'est une discipline où, comme vous le savez sans doute, notre prix Nobel se donne à moins de 40 ans, parce qu'on considère qu'après 40 ans, un mathématicien a accompli le plus gros de ce qu'il pouvait produire et créer. Et donc tous ces mathématiciens ratés, je le dis clairement, ont plutôt tendance à aller vers l'économie, la finance, etc., où ils trouvent des exutoires à leur désespoir scientifique, etc. Merci, on voit le résultat. Oui, bah oui, on voit le résultat. Alors moi, j'ai préféré venir à l'UNESCO. J'ai préféré venir à l'UNESCO. Pourquoi ne pas lever la limite d'âge du prix Nobel? Dans ce cas-là, ce serait peut-être la meilleure solution. Alors nous avons un prix qui s'appelle le prix Abel. Donc un de mes maîtres va l'avoir bientôt. Il s'appelle Deligne. Mon premier maître l'a eu, Jean-Pierre Serre. Et là, sans limite d'âge, etc. Mais la médaille Fields, c'est avant 40 ans. J'en ai parlé à Serge Effès parce que je considère que la créativité mathématique est très liée à l'énergie sexuelle. Mais ça, je ne reviendrai pas sur ce débat. Il ne vaut mieux pas qu'il vous raconte tout ça. Non, je ne vais pas vous raconter. Serge, qui a refusé de me prendre comme patient, m'a dit, tu es trop dangereux, donc je préfère... bon. Mais, on reparlera de ça si vous le souhaitez une autre fois, sur mathématiques et sexualité, mais là-dessus. Bon, alors maintenant sur l'économie. Il faut revenir aussi à l'étymologie des termes. Économie, c'est quoi? C'est le terme grec oikonomia. Ça veut dire la gestion du foyer. L'économie, ce n'est pas l'économie mondiale aujourd'hui, la finance, etc. Il faut revenir
au sens même des termes, et revenir à cette économie à visage humain qui permette justement de gérer le foyer, de gérer l'environnement et de créer plus de solidarité, etc. Et ce n'est pas en mettant des équations dans les modèles économiques qu'on va aborder cette question inter- et transdisciplinaire, pluridisciplinaire de l'économie qui reste surtout et avant tout une science humaine. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Voilà. C'est la loi naturelle qui parle là. Bon. Alors, on a parlé de l'éducation. Je crois que c'est Viliana qui a posé ces questions. Pourquoi l'éducation est importante pour l'avenir? Écoutez, l'avenir, c'est l'action, c'est l'implication, et il vaut mieux savoir pour agir que d'agir sans savoir. Vous savez, il y a cette belle phrase qui dit que science sans conscience mène à la ruine, etc., etc. Je ne vais pas développer. Moi, je trouve que l'action sans le savoir, ça ne mène à rien, si ce n'est à une destruction du monde dans lequel on vit. Et le savoir s'acquiert par l'éducation, c'est-à-dire apprendre à savoir, la transmission des connaissances, éducation formelle et informelle, et non formelle. On apprend tout au long de la vie, à tous les niveaux. Il n'y a pas que l'école pour apprendre, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps à travers les contacts qu'on a, les relations que nous avons, notre environnement, à tous les niveaux. Les médias jouent un rôle fondamental au niveau de la transmission des savoirs. Et donc, je crois que la question est évidente. Si on veut avoir un avenir, comme je l'ai dit, il faut savoir le mieux possible dans une dimension critique, dans une dimension responsable et dans une capacité à remettre en question ces savoirs. Je crois qu'aussi, là aussi, c'est le rôle de l'éducation, c'est d'amener chacun d'entre nous à être capable de déconstruire ce que nous savons. J'ai eu la chance à 18 ans de rencontrer un maître de l'art qui s'appelait Picasso, avec qui j'ai eu quelques discussions, et il me disait « tout savoir doit être déconstruit pour construire autrement et mieux ce que nous devons faire », et la créativité passe par là. Ce désir, ce doute, cette rationalité, cette créativité qui nécessite une remise en question. Alors, l'UNESCO. Et là aussi, on a posé une question très importante qui me paraît révélatrice un peu des dangers qui nous guettent. L'UNESCO a été créée en 1945 avec les Nations Unies à la fin de la guerre et de tous les désastres que nous connaissons aujourd'hui, et des désastres qui venaient d'une société très éduquée. Ne l'oublions pas, l'Allemagne nazie avait les meilleures universités du monde, les meilleurs professeurs, les meilleurs chercheurs, les meilleurs artistes, si on peut parler ainsi. Ça n'a pas empêché le désastre que l'on connaît et avec cette barbarie. Et donc l'UNESCO a été créée, et je le cite, il faut bien le comprendre, c'est que l'idéal de l'UNESCO est le suivant, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, des humains, c'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut édifier les défenses de la paix par l'éducation, la science et la culture. » Ça ne peut pas être le court terme, c'est-à-dire que quand on me dit « Mais que fait l'UNESCO aujourd'hui ?» L'UNESCO, ce n'est pas la Banque mondiale. L'UNESCO, ce n'est pas le PNUD. L'UNESCO, ce n'est pas l'UNICEF. L'UNESCO, c'est le long terme. C'est une organisation qui travaille pour tous, pour vous tous, et vous êtes UNESCiens nécessairement, qui travaille sur le long terme, sur les mentalités, changer la façon de comprendre le monde à travers l'éducation, la science, la culture, la communication qui est si importante. Si on veut réduire l'UNESCO à une sorte d'ONG d'action immédiate, ce n'est plus l'UNESCO. Ce n'est plus l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le lieu où le temps prend une autre dimension, où on donne du temps au temps pour essayer d'aborder les vraies questions et édifier les défenses de la paix dans l'esprit des humains par l'éducation, la science, la culture et la communication. Donc voilà ce que je voudrais dire sur ce point. Et puis je termine sur la Sorbonne. Là aussi, on m'a parlé de la Sorbonne. Ne l'oubliez pas, là aussi, et ça concerne toutes les universités du monde, vous savez pourquoi la Sorbonne s'appelle la Sorbonne ? C'est en référence à Robert de Sorbon, qui avait créé, à l'époque du roi Saint-Louis, le Collège royal de Paris, qui ensuite est devenu l'Université de Paris. Et quand il a été question de donner une sorte de surnom plus ou moins intime à cette Université de Paris, les étudiants et les enseignants de l'époque qui parlaient le latin, le quartier latin, etc., et les nations qui avaient leur langue particulière, se sont dit, mais comment on va l'appeler, cette université, pour caractériser l'esprit même de l'université. Et avec Sorbon, ils ne savaient pas quoi faire. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, a pensé qu'en latin, Sorbona, ça veut dire bonne chance, ou bonne opportunité. Donc la Sorbonne, l'université, l'éducation, c'est la bonne chance. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Je vois monsieur là-bas qui lève la main. Alors, vous avez en fait des micros devant vous. Donc, en principe,
sous toute réserve, vous appuyez sur le bouton rouge qui est devant vous. Voilà, vous pouvez prendre la parole. Et je vais prendre juste 2-3 questions et puis on va revenir ici pour y répondre. Et je vous demande d'être concis, s'il vous plaît. Mansour Fassi, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas changer le monde sans réformer l'éducation. Parce que ce sont les enfants, nous enfants, qui ont la clé des changements, qui l'auront ou ne l'auront pas. Pour cela, c'est le politique qui le fait. Mais le politique, il est dans le court terme. Donc, il est plus préoccupé par son mandat que par travailler le court terme. Et on le voit, un exemple, quand un parti politique est au pouvoir, donc il engage des réformes, le prochain, voilà, il détruit tout et on n'est jamais dans le long terme. Alors, que faire pour changer? Première question, merci monsieur. On prend une autre question, s'il vous plaît. Madame, là-bas. Donc bonjour à tous, Fadoua. Et donc là, je vais rebondir en fait sur l'intervention de monsieur Haddad. Et donc je vais parler en tant que jeune diplômée en environnement et en management. Donc moi, ma question est, en fait, vous dites, monsieur Haddad, que en fait l'éducation, en fait, elle doit être repensée. Donc, en fait, on doit revenir, en fait, revoir l'éducation, donc retravailler là-dessus. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'en fait, une fois diplômé, le jeune étudiant qui était en fait étudiant et qui devient futur employé, il se retrouve face à un autre monde, donc une société. Donc, c'est complètement un choc, si je peux dire, de culture, parce qu'on sort de l'éducation pour arriver dans la vraie vie, donc la société. C'est pas plutôt la société qu'il faut repenser et pas vraiment l'éducation, parce que je trouve que 17 ans d'études, 19 ans d'études, c'est quand même assez suffisant, à mon point de vue, en tant que jeune diplômé en fait. Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là mon intervention. Donc je pense que c'est plutôt la société qu'il faut revoir et donc redonner en fait des valeurs qu'on a perdues, donc retrouver des valeurs qu'on a perdues pour qu'on puisse aller dans un développement durable, si je puisse en fait utiliser le terme dans ce contexte. Donc merci. Une autre question, monsieur. Je vous trouve les uns et les autres. Alors attendez. Robert Lyon. Ah, voilà, je vous avais pas vu, monsieur, pardon. Ah, je croyais que c'est. Non, allez-y, on reviendra, monsieur, ensuite. Non, mais... Allez-y, allez-y. Je vous trouve un peu trop optimiste. Vous avez fait des références à des expériences, notamment, je le dis bien franchement, les jeunes étudiants. Vous avez fait des références à des expériences intéressantes que vous conduisez, mais qui sont quand même très très ponctuelles. Celle du Bangladesh ne peut certainement pas se généraliser à l'ensemble de la population de ce pays, dans lequel il y a une actualité dramatique, qui est le témoignage, au contraire, de quelque chose de très pernicieux, vicieux et problématique pour l'avenir dans la société de ce pays que je connais un peu, mais pas très très bien. Et quand notre ami, quand l'étudiante chinoise nous dit « l'avenir, je le vois plus juste et plus propre », est-ce que vous pensez vraiment que la Chine, qui va être la principale puissance mondiale d'ici une vingtaine d'années, est-ce qu'elle est vraiment partie dans ce sens? Est-ce que c'est ça qui est le moteur de la croissance, de la recherche de nouvelles professions, de ces classes moyennes qui sont totalement, je m'arrête, habitées par l'argent et la consommation à la manière occidentale? Et quant aux droits de l'homme, bon, il y a ici ou là des petites expériences, si timides que quand un président de la République va là-bas, il n'ose pas en parler parce que sans ça, Areva ne vendrait pas son matériel nucléaire. Est-ce que vous pensez que la Chine est vraiment si bien partie que vous le dites, ou plutôt que vous le souhaitez? Oui, c'est un peu la question d'ailleurs. Est-ce que c'était ce que vous voyez ou est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Alors, on va revenir prendre quelques questions. Je vous demande vraiment d'être bref. Il nous reste très peu de minutes, quelques minutes, mais très peu de temps pour répondre. Puisque vous êtes interpellé, Xiaowen, sur cette question de la Chine, est-ce que vous êtes... D'abord, est-ce que c'est ce que vous voyez ou est-ce que c'est ce que vous espérez? Tout d'abord, c'est ce que j'espère, mais en plus, je crois que ici chez nous, il y a quelque chose qui est en train de changer. Par exemple, je crois que le monsieur, vous avez parlé de la pollution et des droits de l'homme, mais je crois que toutes ces choses, ça vient naturellement avec le niveau de vie qui développe.
quand on atteint un niveau de vie assez élevé, on pense naturellement à des choses plus importantes, à part le développement économique. Et nous, on a besoin du temps. Par exemple, en ce qui concerne les droits de l'homme, concerne l'abolition de la peine capitale, la France, elle a pris genre une vingtaine d'années pour finalement arriver à l'abolition. Et nous, on a aussi besoin du temps. L'opinion publique a besoin de changer. Parce que pour le moment, je sais qu'en Chine, au moins 90% de personnes sont contre l'abolition. Donc, ce genre de choses, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et la pollution aussi, les gens qui ne peuvent pas manger à leur faim, ils s'en fichent vraiment de la protection de l'environnement. Et maintenant, les grandes villes chinoises comme Pékin et Shanghai, ils ont atteint le niveau de vie. Et donc, nous, on commence vraiment à penser à d'autres choses. À concilier, on commence vraiment à chercher à concilier la protection de l'environnement et le développement économique. Surtout, tout à l'heure, j'ai parlé de la crise de pollution atmosphérique du début de cette année. Les populations ont été tellement traumatisées. Et donc maintenant, on commence vraiment à se mobiliser. Pékin, je pense que le Pékin d'aujourd'hui, c'est un peu comme le Londres de 1952, là où a eu lieu le grand smog de Londres. Et donc, c'est comme une chance. Enfin, c'est une crise, mais c'est aussi une chance pour nous pour partir dans un sens meilleur. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est très clair. Merci pour votre réponse. Alors, voilà, Monsieur Moncel, vous pouvez réagir si vous voulez. Puis je voudrais réagir sur 2 points. La première question qui était la problématique, bien sûr, des politiques et puis, d'une certaine façon, court terme, moyen terme. Bon. Alors bien sûr, on connaît tous cette phrase de Keynes, le grand économiste, qui a dit à long terme, nous serons tous morts. Enfin, néanmoins, si on commence par partir de là, comme je dis souvent, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la proposition, dans l'assertion qui a été portée par notre étudiante chinoise, c'est qu'elle trouve pourquoi elle se lève le matin. Ce qui nous importe, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Moi, ma mère m'a toujours appris ça. Tu fais bien, tu fais mal, mais tu fais quelque chose. Le pire, je pense, c'est ceux qui pensent que parce qu'il y a un déterminisme ou parce qu'à long terme, tout ira mal, eh ben bon, restons couchés. Ah ben oui, comme je rappelle tout de même, l'endroit où il y a le plus de morts sur cette terre, c'est dans les lits. Bon, donc, moi, c'est ça qui me motive. Et c'est ensuite, par rapport à la question qui était posée sur les politiques, nous n'avons, surtout quand on vit dans une démocratie, nous n'avons que les politiques que nous méritons. Et donc, si nous n'allons pas voter, si nous ne nous faisons pas ce que nous devons faire, et je reviens sur mes mots de devoir, donc nous engager, faire bouger ce que nous pouvons faire bouger, il ne faut pas ensuite pleurer. Moi, je suis très acteur dans des structures coopératives, mutualistes, etc. Je fais en sorte, et mon degré de satisfaction, c'est mes taux de participation en assemblée générale, dans les votes, etc. On peut ne pas être d'accord entre nous, ça peu importe. L'important, c'est d'avoir participé, d'avoir donné son point de vue. Après, il y a une loi commune, il y a des règles du jeu, etc. C'est un point important. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, à ce qu'on a vu sur l'entrepreneuriat social, nous, Crédit Coopératif, on suit de très près tous ces mouvements et entre autres ce qui est en train de se généraliser, ce qu'on appelle aux États-Unis le crowdfunding, le financement par les pairs des phénomènes que les jeunes sont en train de développer grâce aux réseaux sociaux, etc. Ce qui me paraît un point important, c'est qu'ils font des choses, ils agissent. Après, on est d'accord, pas d'accord, peu importe. Donc, on ne peut pas, dans tout cela, se laisser simplement dominer par le fait qu'il y a des choses globales qui ne sont pas satisfaisantes. Si nous ne, voilà, on ne peut pas tomber dans le désarroi, voire dans le cynisme en disant allez, laissons aller les choses. C'est ça que je pense qui doit motiver, surtout quand on est jeune. Monsieur Efez, qui, je le précise, devait nous quitter dans un court instant, on va vous passer la parole une dernière fois pour que vous puissiez réagir aux questions qui ont été posées. Merci. Oui, je suis absolument désolé, mais il faut qu'à 35, malheureusement, je m'équipe parce que j'ai un train à prendre tout à l'heure. Mais quelques mots pour rebondir sur ce que vous disiez sur le rapport entre la société et l'éducation.
Alors, évidemment, l'éducation, c'est de permettre à tous d'avoir accès à des diplômes, déjà à tous de savoir lire et écrire, d'avoir accès à une langue, d'avoir accès à des diplômes, et toutes ces choses sont absolument fondamentales. Mais l'éducation, c'est aussi, et c'est devenu beaucoup la transmission de certaines valeurs, qui sont les valeurs de la société. Alors, par exemple, voilà, des choses positives qui commencent à émerger à l'heure actuelle en termes d'éducation, c'est un regard différent sur les tout jeunes enfants, depuis la crèche, depuis le jardin d'enfants, pour leur transmettre justement les nouvelles valeurs de la société, et notamment en matière d'égalité des sexes. Vous allez dire, j'y reviens beaucoup comme un mantra, mais pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est dès la crèche et dès le jardin d'enfants que les petits garçons et les petites filles vont être mis sur un pied d'égalité par rapport au fait d'accéder à cette éducation, et ne pas arriver au résultat dans lequel on est à l'heure actuelle, qu'il faut quasiment que les filles aient 2 points de moyenne de plus que des garçons pour pouvoir accéder à des carrières mathématiques. Ça n'est qu'un exemple parmi 10 000. Donc, le fait que le gouvernement à l'heure actuelle s'interroge sur reformer une éducation civique, une éducation morale, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces apprentissages ne soient pas que des apprentissages techniques et des accumulations de savoir, mais qu'il s'agit effectivement de forger des citoyens et des citoyennes, et des citoyennes et des citoyens dans ce rapport d'égalité. Tout ça, ça fait partie de l'éducation, bien sûr. Très bien, merci pour votre contribution, votre participation. On vous laisse filer à vos obligations. Georges Haddad, très intéressant cette question sur le paradoxe d'une éducation donc, qui se construit à long terme, alors que ses contours sont souvent décidés par le politique, c'est-à-dire si on suit votre raisonnement, à court terme. Ça marche. Oui, alors justement, c'est-à-dire que si l'éducation c'est l'affaire du politique au sens des partis politiques et des gouvernements successifs, là on va dans le mur, hein, ça c'est clair. Pour moi, l'éducation c'est une affaire collective de citoyenneté et qui doit transcender le cadre du politiquement correct ou du politiquement vécu aujourd'hui. Et comme le politique s'inscrit de plus en plus dans le court terme, c'est-à-dire dès qu'on est élu, on pense à sa réélection, dès qu'un parti vous soutient, il ne pense qu'à vous utiliser pour justement asseoir son hégémonie ou son influence, là je crois qu'on va dans le mur. Et il faut bien comprendre, à mon sens, et je vais dire quelque chose d'absolument évident et peut-être même, et je vous demande de m'en excuser, je trouve que le principe démocratique repose sur 3 piliers. 3 piliers démocratiques au sens universel, pas la démocratie vue par l'Europe et le Nord en direction du Sud, mais 3 piliers qui peuvent être partagés par tous les pays du monde, en particulier les pays émergents. Il y a 3 principes fondamentaux qui sont l'éducation, la santé et la justice. Ce sont les 3 piliers d'une démocratie qui doivent transcender le politiquement correct ou l'instant politique. Et là, il va falloir changer les mentalités et repenser la politique d'une manière plus noble, plus large, plus ambitieuse et plus humaniste, et sortir un peu de ces clivages politiques d'opposition, etc. Moi, je suis consterné lorsque j'écoute ces débats au Parlement entre des partis. Ils disent des choses le lundi, le mardi, ils disent le contraire parce que le parti d'opposition a pris le sens qu'il souhaitait voir le lundi, etc. Et là, on est dans le ridiculement politique, dans le ridicule politique. Et je crois que c'est grave. Et ce n'est pas simplement en France. Regardez dans le monde entier aujourd'hui, certains pays n'ont pas de démocratie, ils ont des dictatures où tout peut être fait, y compris au détriment du respect de l'humanité et de l'homme et de la femme d'une manière générale. Dans d'autres partis soi-disant démocratiques, on est en train d'assister à un spectacle pitoyable. Pitoyable. Et effectivement, comme l'a dit monsieur, l'éducation change chaque fois qu'on change de gouvernement, de ministre, etc., qui veut à tout prix marquer sa place. Moi, je dis que l'éducation doit sortir de la partisanerie politique et devenir une affaire citoyenne, nationale, avec peut-être un conseil de l'éducation qui serait au-dessus des partis politiques. Même chose pour la justice, même chose pour la santé. Alors, voilà des points qui me paraissent importants aujourd'hui. Mademoiselle, vous avez parlé des diplômes. Vous m'avez fait de la peine en disant ça. Parce que moi, lorsque je transmets un savoir, ce n'est pas pour un diplôme. Même si je suis professeur d'université, même si je dois délivrer un diplôme. Moi, je donne mon enseignement pour que le jeune et le moins jeune, puisque je prends jusqu'au doctorat et après le doctorat, ait envie d'apprendre tout au long de la vie. Et je vous promets
que le diplôme, ce n'est pas ma finalité en tant qu'enseignant. Moi, j'ai envie de vous donner du désir. J'ai envie de vous donner envie d'apprendre tout au long de la vie parce que ça vous servira tout au long de la vie. Parce qu'avec vos diplômes, vous allez durer combien de temps au niveau professionnel? Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, 10 ans, 15 ans au mieux. Donc, oui. Je pense qu'en tant qu'étudiante, en fait, ma finalité, c'était pas du tout le diplôme. Mais le diplôme, c'est un stade en fait auquel on arrive bien après sûr. les études. Ça, enfin, je pense qu'une formation, enfin, moi, mon point de vue, en fait, c'est que l'éducation, comme elle est revenue dessus, la personne, en fait, l'éducation doit se faire dès le très jeune âge. Bien sûr. Moi, ce que je voulais en fait refléter par cette question, c'est le choc en fait qu'il y a entre l'apprentissage, en fait, le stade d'apprentissage. Et je suis tout à fait d'accord que l'éducation, c'est d'abord un apprentissage avant d'être un diplôme. Mais c'est une fois en fait, l'étudiant, il se rend compte une fois sur le marché de l'emploi et dans la vraie société qu'en fait, au final, il est juste un robot et qu'il est là juste pour produire une richesse et que ce n'est plus en fait, on a perdu en fait la moralité en fait de l'être en fait. Pourquoi on existe en fait? On perd des valeurs qu'on avait auparavant, qu'on n'en a plus. Sans verser dans la démagogie, la question que vous posez, qui est intéressante, mademoiselle, vous dites, et c'est une belle image, je trouve, plutôt que de repenser l'éducation, est-ce que ce n'est pas la société sous-entendue, oui. ou en tout cas, je me permets de le sous-entendre, la société productive, productiviste, qui a perdu le sens, qu'il faut repenser. Moi, ce que je vais dire, bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais l'éducation, c'est le miroir d'une société. Donc, repenser la société, ça passe par repenser l'éducation. C'est clair, il n'y a pas d'autre solution. L'éducation, c'est transmettre les savoirs, c'est transmettre les connaissances, c'est conduire. Éduquer, c'est conduire. C'est faire en sorte que notre société peut se construire son avenir. Donc, reconstruire une société, c'est avant tout repenser la façon de transmettre les savoirs, de les évaluer, d'accompagner tout au long de la vie les jeunes et les moins jeunes. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de voir des hommes et des femmes de 40, 50, 60 ans qui viennent me dire « j'ai envie de passer un doctorat en mathématiques ou ailleurs », ce qui n'était inenvisageable auparavant. Et donc là, je suis très optimiste par rapport à ça, c'est que cette éducation tout au long de la vie, cet apprentissage tout au long de la vie va être rendu possible pour peu que les structures éducatives s'adaptent justement à l'évolution en synergie avec les entreprises à tous les niveaux, etc. Donc créer de nouvelles coopérations au niveau social. Mais je le répète, si vous voulez changer la société, ça passe par l'éducation. Et que par l'éducation, vous pourrez effectivement amener la société à plus d'équité, plus de justice, plus de responsabilité, plus de prise de conscience, qui me paraît important sur ce point. Je voudrais terminer sur un petit thème. Oui. Parce que, en fait, votre réponse, je me permets de le dire, ne me satisfait pas. Non, mais quand je dis vôtre, c'est pas que la vôtre. On a ici des étudiantes, et mademoiselle également, dont on sent, et même si c'est de la jeunesse et certainement pas de condescendance là-dedans, une aspiration à faire les choses différemment, à penser le monde autrement. Et j'ai le sentiment, en vous écoutant, que la société patriarcale, d'ailleurs pour faire écho à M. Eiffez, les entreprises telles qu'elles sont souvent conçues, pas toutes, M. Bancel, qui sont elles aussi patriarcales dans leur structure, ne sont pas aujourd'hui câblées pour recevoir cette proposition. C'est pour Bancel ou pour moi? C'est pour les aînés de ces dames. C'est un sentiment. Je ne conteste pas complètement votre assertion, mais je pense que ce qui est bien dans ce débat, c'est qu'on voit que le monde est complexe. Il faut d'abord accepter que le monde est complexe. On n'aura pas des solutions simples et binaires pour faire évoluer le monde. Bien sûr qu'il faudra faire bouger l'éducation, mais on ne pourra pas faire bouger l'éducation si du côté des entreprises ça ne bouge pas, etc. Là-dessus, je pense que le monde des entreprises, alors bon, il y a plein d'entreprises, depuis la petite entreprise familiale jusqu'à la grande multinationale, c'est très différent. Mais je pense que les entreprises sont beaucoup moins fermées qu'il n'y paraît, à la fois à l'ouverture des technologies, des tas de choses. Ça bouge beaucoup plus qu'on ne l'imagine dans les entreprises, mais en même temps, il y a ce grand risque
c'est de tout vouloir réduire, alors à la domination du court terme, du résultat trimestriel, etc. Oui, il faut d'abord que chaque structure soit fidèle à son objet social. Ne mélangeons pas tout. Ne demandons pas aux entreprises d'être des structures éducatives, enfin au sens premier. Ne demandons pas aux universités de devenir des entreprises. Quand j'ai entendu autrefois des expressions du style « il faut qu'à la tête des hôpitaux, il y ait des chefs d'entreprise », ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, un hôpital, c'est la santé, c'est fait pour soigner, c'est pas pour être managé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction de l'argent, parce que l'argent est un outil, etc. Mais donc là-dessus, ça bouge, enfin au moins dans notre pays. Après, c'est bon. Et j'ai des visions moins bloquées que ça. En revanche, il faut laisser une part, voilà, il faut laisser une part à ce que j'ai appelé la générosité, à l'engagement volontaire, etc. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, les humanités, la littérature. Si on suivait ce raisonnement qu'on suit trop aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi on voudrait encore apprendre le latin, le sanskrit. Et pourtant, nous avons besoin de cela, parce que moi, j'adore l'histoire, pour comprendre aujourd'hui, pour fabriquer demain. Et donc, attention, attention, ne réduisons pas le champ éducatif, le champ de la vie de société uniquement à l'utilitarisme. À l'utilitarisme. Si on ne faisait dans la vie que des choses utiles, je ne sais même pas pourquoi l'amour existerait encore. Mais bon. Alors, monsieur Haddad, et je vous ai coupé, pardon. Hein. Non, vous avez bien fait de me couper. Donc, bon, l'amour, c'est utile quand même. Hein. Bon, c'est utile. Bon, ce que je voulais dire, vivre, oui. Plus que ça fait vivre, hein, c'est lié à des choses beaucoup plus importantes et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez dit, vous avez raison. Et moi, je suis confronté toujours par rapport à ça. Vous savez, c'est un déchirement permanent en tant qu'enseignant, en particulier dans le supérieur, mais tous les enseignants sont concernés par cela, par justement ces systèmes d'évaluation, mettre des notes, délivrer des diplômes. La note, c'est le prix. Vous savez, c'est un prix. On donne un prix à un travail fait sur 1 heure, sur une demi-heure, sur 6 heures, sur 4 heures. Ce prix, quel est son sens? Pour moi, il n'a pas de sens. Je ne peux pas juger un étudiant sur simplement 1 heure de travail, un examen de 4 heures, etc. Donc j'essaye de le juger sur le long terme, lui donner la chance de s'exprimer progressivement et surtout lui donner la possibilité, c'est là qu'il va falloir changer nos systèmes éducatifs, nos structures éducatives, de revenir tout au long de la vie, acquérir des savoirs, participer lui-même à l'aventure des savoirs, amener sa propre expérience, changer les méthodes d'enseignement et changer le monde enseignant. Le monde enseignant, il y a des professionnels de l'enseignement et puis d'autres qui vont venir enseigner autrement. Cette confrontation me paraîtrait utile pour changer les mentalités. Et je voudrais terminer sur une chose qui m'a beaucoup interpellé dans le monde qui est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous avez tous écouté ce drame à Boston quand il y a eu ce marathon où malheureusement 3 personnes ont perdu la vie et 180 ou je ne sais combien, etc. Et puis, on nous a annoncé ça, tous les médias étaient focalisés sur Boston. Et puis, de manière très rapide, succincte, on vous annonce qu'à Bagdad, il y a eu 160 morts, qu'en Syrie, il y a eu 40 morts. Et donc, on a eu une sorte de banalisation du drame dans certaines conditions, parce qu'on s'habitue à ce drame. Tous les jours, c'est comme la météo aujourd'hui, ou la bourse. Combien de morts à Bagdad, combien de morts en Afghanistan, combien de morts en Syrie. Et tout d'un coup, à Boston, et c'est dramatique, c'est une tragédie absolue, bien sûr, mais on avait l'impression que tout était focalisé sur cela. Et vous le savez peut-être, et je l'ai entendu, vous savez que des bookmakers aujourd'hui sont en train de faire parier des gens qui gagnent des fortunes chaque jour sur le nombre de morts à Bagdad, sur le nombre de morts en Syrie. Et c'est ça aussi qu'il faut changer au niveau des mentalités. C'est ça qu'il faut changer au niveau de l'éducation. On parle de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Là aussi, il faut faire attention lorsqu'on parle de valeurs. Est-ce que ce sont les valeurs de l'Europe, toute puissante, qui a dominé le monde pendant des siècles, qui a imposé sa loi, y compris culturelle, éducative, etc., au monde entier? Ou bien est-ce que c'est des valeurs qu'il va falloir repenser dans une mondialisation équitable et solidaire? Je crois que c'est ça le défi. Et c'est pour cela que l'UNESCO est importante. Mais ne demandez pas à l'UNESCO d'être une organisation d'action immédiate. Venez à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est vous, hein. Ce n'est pas les États membres. C'est tous les citoyens qui doivent s'impliquer
Et je vous annonce que très bientôt, un livre va sortir écrit par un de mes amis sur la solidarité, repenser la solidarité qui va être présentée, etc. Et là aussi, ça passe par une façon de décrypter l'information et de ne pas laisser la banalisation du drame et de la barbarie s'installer et de ne pas être uniquement focalisé sur des événements, aussi tragiques soient-ils, quand le drame est permanent et la tragédie est permanente ailleurs. Là aussi, l'éducation a un rôle à jouer. Bien, et vous nous renvoyez au rôle des médias. Le rôle des médias qui peut faire l'objet d'une autre discussion, évidemment. On n'a pas parlé, on n'a pas beaucoup parlé, on a juste survolé la question des ressources naturelles et de l'enjeu environnemental. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Alors, il y avait deux questions. Il y avait deux questions. Je ne peux pas les prendre parce qu'on a des horaires très stricts. Mais madame et monsieur, je vous avais promis la parole. Je propose que vous veniez au moins échanger avec nos intervenants quelques instants après le panel. Voilà, merci à tous et merci de la participation.